C'est pour ça que je fais ces conférences, pour dire aux gens que oui, vous pouvez rester à dire que c'est l'héritage que j'ai eu, mais vous pouvez aussi décider de vous dire, dans la mesure où que c'est vérifié et que ça ne représente que 9% de toute cette programmation que j'ai de mon transgénérationnel et que je peux modifier tout ce qui se passe à 91%, bingo! Et c'est pour ça que je disais dans cette conférence, la douleur, la souffrance, moi et la guérison, c'est moi qui vais décider de me guérir. Bien évidemment, si les tissus sont abîmés depuis des années et des années, il ne s'agit pas que sur un coup de baguette magique que les tissus se reprogramment, mais que je puisse avoir déjà un mental apaisé pour comprendre que mon corps est moi et mon corps, c'est mon véhicule, il ne fonctionne qu'à partir de ce que je lui envoie. Tu sais, dans cette dernière conférence que j'ai faite, je suis vraiment partie sur la base que Hippocrate disait il y a déjà 2500 ans, dans toute situation qu'on va rencontrer, ce n'est ni le médecin, ni le médicament qui va me guérir, c'est moi. Et c'est l'alliance thérapeutique. Mais dans tous les cas de figure, et je me suis régalée là-dedans, et je suis partie là-dessus, et je buvais du petit lait, en vraiment partant du principe que tu vas chez un médecin, dans tous les cas de figure, il n'y a que toi qui peux savoir, quand tu dis j'ai mal quelque part, ce que ça représente pour toi. Le médecin va te dire, sur une échelle de 0 à 10, quelle est l'intensité de votre douleur. Tu peux lui dire 2 ou tu peux lui dire 10, et lui va réagir en fonction du 2 ou du 10, mais il n'y a que toi et ton organisme qui sait si vous êtes en communion et si vous êtes en autarcie. C'est l'exemple que j'ai pris. Pendant le confinement, nous étions en général, nous nous baladions avec nos chiennes plutôt régulièrement, et à un moment donné, une personne qui était du quartier qui a fait venir, qui a mené son chien, et le chien a sauté sur notre chien. Et l'instinct là, c'est mon mari et moi, on a voulu séparer. Et là, mon mari me dit, pars, et puis il est resté, et lui s'est fait mordre par le chien, et pendant le confinement, nous voilà partir à l'hôpital, 14 points de suture pour mon mari, et en attendant, on arrive aux urgences, pour la première fois j'allais aux urgences, l'infirmière nous dit à mon mari, sur une échelle, pour savoir qui elle prenait en premier lieu, sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'intensité de votre douleur? Mon mari dit 2 à 14 points de suture après. Alors qu'il y avait un type qui était là, aïe, 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 on est mal tête, pour ne pas occuper de moi. Et c'est ça que je dis. Et véritablement, quand j'entends des gens dire, on nous balade d'un endroit à un autre, si on veut, parce que le médecin, derrière la fonction du médecin, il y a une personne. Et dans tous les cas de figure, il y a 3, et aujourd'hui, tu vois très bien, on ne décide pas pour quelqu'un, on vous dit, ce serait bien que vous puissiez faire cette opération de la main, de trucs, on vous dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Prenez le temps de réfléchir. Justement, dans ce que j'ai dit en partant de ce qu'Hippocrate disait, avant qu'on mette en place les neurosciences, qu'est-ce qui se passait? C'était très morcelé. Il y avait des maladies de la tête, des maladies du bras, des maladies du corps. Et à un moment donné, les neuroscientifiques, c'est pas vieux, hein, ça date de 1960, ont réalisé que, mais nous ne sommes pas une somme d'organes qui éparses, nous sommes une somme d'organes qui fonctionnent en bonne intelligence. On a un premier cerveau là et un deuxième cerveau, tous les organes sont liés. Et heureusement, avant, on avait inscrit les médecins dans un rôle et dans une fonction où le médecin avait le droit de vie et de mort pour les gens. Et un médecin, c'était celui qui disait « je dis ça donc ». Mais ce n'était pas vrai. Et de plus en plus, les médecins eux-mêmes ont vu les limites de la médecine allopathique et eux-mêmes ont compris qu'il y avait quelque chose. Et je disais justement, je crois, dans une de mes conférences, je disais, quand j'avais fait une conférence il y a 15 ans, je disais, dans les lectures, on disait que derrière, quand vous allez voir un médecin, derrière quelques motifs de consultation, les médecins vont voir qu'il y a 50% du stress. Et quand j'ai fait cette conférence en 2019, tous les médecins du monde entier vous disent aujourd'hui, derrière quelques motifs de consultation, il y a 90% de stress. Et dans cette conférence, je disais que quand on parlait de l'inné et de l'acquis,
Aujourd'hui, on se rend compte qu'avant, on disait c'est inné. Aujourd'hui, on va dire que la recherche prouve que l'inné fait partie 9% seulement. Tout le reste est de l'acquis et environnemental et que je peux modifier. Donc ça laisse encore plus de place à la reprogrammation. Ah ben, bien évidemment. Et c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que je fais ces conférences pour dire aux gens que oui, vous pouvez rester à dire que c'est l'héritage que j'ai eu, mais vous pouvez aussi décider de vous dire, dans la mesure où que c'est vérifié et que ça ne représente que 9% de toute cette programmation que j'ai de mon transgénérationnel et que je peux modifier tout ce qui se passe à 91%, bingo! Et c'est pour ça que je disais dans cette conférence, la douleur, la souffrance, moi et la guérison, c'est moi qui vais décider de me guérir. Bien évidemment, si les tissus sont abîmés depuis des années et des années, il ne s'agit pas que sur un coup de baguette magique que les tissus se reprogramment, mais que je puisse avoir déjà un mental apaisé pour comprendre que mon corps est moi et mon corps, c'est mon véhicule, il ne fonctionne qu'à partir de ce que je lui envoie. Et donc je dis tous les jours, on est un corps physique qui ne bouge pas, qui est la voiture que tu as déposée en bas, un cerveau qui sait gérer 1 milliard d'informations à la fois, qui est 100 milliards de neurones, mais qui est son serviteur, et qui est le tableau de bord de ta voiture, qui te donne les infos. Tu roules à 90 alors que la vitesse est limitée à 70, ta jauge d'essence est presque vide, etc. Il te donne les infos. Et nous vivons dans le mental. On peut arriver ici avec un mental au ras des chaussettes et partir avec un mental apaisé parce que le mental, c'est moi, le conducteur, qui décide de conduire ma vie. Et tous les jours, je dis, on ne voit pas avec nos yeux, on ne voit pas avec nos oreilles, on n'entend pas avec nos oreilles, on vit dans le mental. Si je vous dis à tous les deux, qu'est-ce que vous voyez dehors? Vous allez me dire des choses différentes. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des choses différentes. Et l'autre jour, j'étais assise chez un dentiste et comme d'habitude, je dis, c'est terrible ce que je dis aux gens tous les jours. On ne voit pas avec nos yeux, mais je dis, c'est tellement plus vrai que les centres de la vision sont derrière. C'est derrière le centre de la vision. Donc, je vais voir ce que je veux, comme je veux, et c'est là où je vais dans mon travail, permettre aux gens d'arriver en thérapie, être mal et leur dire, oui, mais vous savez, tout est interprétation. Depuis que j'étais dans le ventre de maman et qu'à 3 semaines de vie fœtale, mon cerveau émotionnel était là, j'ai interprété ce que je pensais et j'ai passé mon temps à interpréter ce que l'autre me renvoyait. Mais comme tout est interprétation, j'ai la possibilité de changer comme ça, là, quand je veux, le regard que je portais jusque-là sur moi, sur les autres, sur les situations. C'est un regard. Et c'est ce qu'on vit avec cette situation de pandémie. Il y a des gens qui étaient déjà dans l'anxiété et qui avaient l'habitude de projeter n'importe quelle pensée sur quelque chose de négatif. Eh bien, ils vont continuer à projeter, mais avec beaucoup d'appui et d'aplomb, puisqu'ils vont dire « Oh, j'ai raison d'avoir peur hein. ». Et d'autres personnes qui avaient pris l'habitude de penser du principe qu'une peur n'est pas une réalité, mais ça va encombrer mon cerveau et que je vais prendre l'habitude, c'est le travail que j'avais fait dans les ateliers de guérison, prenez l'habitude quand une émotion va se présenter à vous, ce n'est pas une réalité. Tu dis que tu es en colère contre lui, ok, c'est parce que j'ai pris ce qu'il m'a dit, et j'ai alimenté une énergie négative, je me suis identifiée à ce qu'il a dit, j'ai laissé cette émotion prendre toute la place, alors que si je la laisse passer, elle va passer. Et malheureusement, avec le confinement et tout, je n'ai pas pu continuer ces ateliers de guérison, mais ce qu'on avait commencé à faire, c'est prendre de la distance par rapport aux émotions négatives. Quand une émotion vous vient, faites comme si c'est quelqu'un que vous regardez à la télé en train de se mettre en colère ou en train de pleurer. Et ça vous permet de partir de votre cerveau rationnel et de décider en votre âme et conscience, qu'est-ce que je fais pour moi?
Mais pour ça, il faut être aligné. Où est-ce que tu places l'âme dans tout cet ensemble? Ah ouais, mais j'en ai parlé dans cette conférence. Après ça dépend de là où on se situe, parce que les maîtres yogis ne vont pas te parler de l'âme de la même façon que le psy, que la personne. Et dans cette conférence, alors, je suis partie dans tous les états de conscience particuliers, et dans la situation, c'est de vérifier que moi, je suis fondamentalement convaincue que nous avons quelque chose au-dessus, tout au-dessus, qui fait que de toute façon, nous ne sommes pas dans des états de conscience par rapport à ça, mais nous pouvons y aller quand nous voulons. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais j'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes, et notamment, je cite, puisque Mme Mathieu m'avait autorisé à en parler, quand la fille de Mme Mathieu était sur le point de partir, de mourir, et ça, j'en suis fondamentalement convaincue, qu'une personne qui va mourir, elle sait 40 jours avant, l'expérience le prouve, et tout le monde peut le vérifier, elle sait à l'avance, même s'il s'agit d'un accident, que dans 40 jours, elle ne va pas être là. Et c'est l'histoire de l'âme. Ça veut dire que, je dis, si vous écoutez la personne parler, vous allez entendre que les gens vont vous dire « Ah, mais elle m'avait dit depuis une semaine ou depuis 20 jours, elle m'avait dit parler de moi, je me disais bien pourquoi elle en parlait, etc. » Et c'est comme si il y avait quelque chose qui était au-dessus de nous, qui nous disait « Ton corps physique est là, mais bientôt tu ne seras pas là, dans l'âme. » Et donc, la fille de Mme Mathieu, Mme Mathieu me raconte, quand je faisais mes recherches, et donc j'avais interrogé plusieurs personnes, elle me disait que sa fille lui disait, quelques jours avant de mourir, « Mais maman, qui c'est ces gens-là qui viennent et qui me disent que de toute façon, bientôt je serai avec eux? Est-ce que tu crois que je peux y aller? Est-ce que tu crois que je peux aller? Sous-entendu, est-ce que tu m'autorises à sortir de ce corps physique douloureux et souffreteux pour aller dans quelque chose de plus apaisant? » Et dans cette conférence, quelques jours avant ma conférence, j'étais partie en vacances avec mon beau-frère qui est médecin anesthésié, ma soeur, et donc je leur parlais toujours de mes recherches, de là où je veux. Et mon beau-frère, qui est très pragmatique et tout, me dit, mais il y a un infirmier qui travaille avec lui de très longue date et qui lui dit, docteur, tu sais, j'ai déjà réalisé qu'il y a des personnes, des malades qu'on va perdre, évidemment, quelques jours avant qu'on les perde, ils mettent un drap sur leur tête, comme s'ils avaient déjà décidé, c'est même pas la peine de me parler, ni de me donner des médicaments, je ne suis plus là. Et les gens, il disait qu'il avait observé que les gens faisaient ça spontanément. Lui, il n'avait pas fait la recherche pour dire, mais il avait observé ça spontanément. Et quand j'en parle, des tas de gens relatent des tas d'événements qui font que l'âme est là, mais dans la conscience ou dans la non-conscience qu'on peut avoir des situations, on n'utilise pas. Mais c'est un outil qui est là, qui est à notre portée. On a plein d'outils à notre portée et qui font. Mais si tu me poses cette question-là, c'est parce que ça t'interpelle. Ah, mais j'ai des croyances, comme tu dis, je pense que chacun a ses croyances différentes. Je me suis beaucoup intéressé aux médecines, mais aux spiritualités orientales aussi. Oui. Auxquelles j'ai goûté. Donc ça me donne un autre regard. Moi, j'ai été éduqué chrétien, mais ça me donne un autre regard là-dessus. Oui, il y a plein d'outils pour arriver à des états de conscience modifiés ou différents, disons. J'aimerais bien qu'on y revienne, mais j'aimerais bien qu'on commence par ton parcours. Est-ce qui, toi, t'a poussé à devenir thérapeute? Alors, quand j'explique ça, c'est un peu ce que j'ai souvent dit. Quand j'étais d'abord psychologue clinicienne, j'ai souvent eu des adolescents qui étaient un petit peu à côté de leur pompe ou qui pensaient que, comme je n'ai pas un projet de vie ou je ne sais pas exactement ce que je fais, mes parents sont mal ou sont inquiets. Et donc, dès le départ, moi je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce travail et s'autoriser à permettre aux gens de réaliser que non, un psy n'est pas un donneur de leçons, c'est une personne qui, avec humilité, va comprendre pourquoi vous vivez ça et qu'est-ce que vous vivez à travers ça. Et donc, j'ai souvent parlé de mes expériences personnelles avec beaucoup de simplicité pour permettre aux autres de dire on peut quand on veut, mais il n'y a pas d'obligation.
Au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'être psy. Ce n'était pas dans mon projet. Au départ, depuis toujours, j'envisageais de faire une école de tourisme et de visiter, de voyager, etc. Et après, si on regarde l'histoire des signes, pas des signes, etc. Mais j'ai toujours eu dans ma tête une âme de voyageuse. Là, construire un roman familial et tout, c'est ce qui se passe souvent chez les pilotes. Je dis les pilotes, sont souvent des gens qui, et là je fais juste une digression qui n'en est pas une, ce sont souvent des gens qui, quand ils étaient enfants, ce que la réalité de leur vie leur proposait ne leur convenait pas, hop, ils s'isolaient dans leur roman familial en construisant, ça c'est pas mon papa, ça doit pas être mon papa, et ça permet de trouver un équilibre de vie. Et donc, dans cet équilibre de vie que j'ai toujours cherché à créer, ça permet, à la limite, moi j'ai envie de dire, au lieu que ça restreigne notre monde, parce que ça peut restreindre le monde des personnes qui sont trop introverties, etc. Ça peut élargir le monde, ça veut dire que je peux voyager là où je veux. Je peux être avec toi là, mais je peux être dans mon monde. Je crée mon monde. Et donc, dans la création de mon monde, j'avais envie de faire une école de tourisme et de voyager, de découvrir le monde. Et donc, j'avais postulé, après le bac et tout, pour une école de tourisme à Paris. Et quand j'arrive à Paris, je suis déjà à Paris, je réalise que mon dossier n'a pas été retenu. Et me voilà partie avec mon oncle qui était à Paris. Je lui dis, oh, je suis embêtée. Tout, mais t'inquiète pas, lui, c'est très philosophe. T'inquiète pas, on va aller. On va faire toutes les universités à Paris. Et nous voilà partis sur le boulevard Saint-Michel. On fait et on arrive à la Sorbonne. Non, je n'avais pas du tout envie de faire la Sorbonne, je n'y pensais pas. Et j'arrive, je dis, qu'est-ce qu'il y a comme truc qu'on me dit sciences humaines, histoire et géographie et psycho. Histoire et géographie de mon histoire avec... je dis, non, je ne veux pas ça, je vais prendre psycho. Et c'est comme ça que j'ai démarré psycho. Mais comme j'ai toujours été un rat de bibliothèque, et si on voit la configuration de la Sorbonne, donc on avait l'opportunité d'avoir les professeurs qui écrivent les bouquins, et il y avait la bibliothèque Sainte-Geneviève, pas loin. Je me régalais, j'étais tout le temps dans cette bibliothèque et j'apprenais. En dehors de mes cours, je ne faisais pas tout le temps mes cours, mais je faisais tout ça. Et c'est comme ça que j'ai voulu, même quand je suis devenue psychologue clinicienne, d'élargir, de vouloir élargir. Et dès le premier patient que j'ai eu, non pas regarder le patient à travers le DSM-5, que la personne a telle pathologie associée avec ce que X, Y disait, mais regarder la personne dans son intégrité. Et quand des parents venaient m'emmener un enfant avec un dossier en me disant « mon enfant est bipolaire » ou « il est ci, il est ça », ça ne m'intéresse pas. Ou les professeurs disent « ça ne m'intéresse pas ». Ce qui m'intéressait, c'est que la personne me parle et que je m'intéresse à la personne à partir de son histoire. Donc pour ça, je suis allée chercher plus loin. Qu'est-ce que, à travers une même pathologie, qu'est-ce que le corps et la tête de la personne disent de cette pathologie? Est-ce que c'est endogène? Est-ce que c'est exogène? Est-ce que j'ai pris l'habitude de partir de moi? Ou est-ce que je subis ma vie? De façon à permettre à la personne de se dire, oui, mais tu es une personne. Tes parents, avec la meilleure intention du monde, disent ou pensent ça, mais toi, tu as le droit de penser différemment, et ce n'est pas parce que tu penses différemment que tu es un vilain garçon, ou bien que tu es quelqu'un de pas gentil, ou bien de pas accompli, ou de débile. Et c'est comme ça que j'ai voulu, après, élargir mes horizons. Parce que je trouvais ça fascinant, parce que c'est un travail de recherche. Et quand je suis arrivée au cerveau, j'ai trouvé ça trop extraordinaire. Et quand j'ai compris qu'en plus, à 3 semaines de vie fœtale, notre cerveau émotionnel est déjà là. Et la recherche a prouvé que le petit fœtus pense et il rêve. Et nous avons, je disais au monsieur tout à l'heure, nous avons 70 000 pensées par jour. Et si avec ces 70 000 pensées par jour, nous restons dans nos pensées, alors que nos pensées vont entraîner des émotions, et les émotions sont des biochocs qui vont modifier la biochimie du corps, mais toutes les émotions que nous avons ressenties depuis quand on était dans le ventre de maman, l'émotion c'est donc un biochoc, c'est un choc entre ce que j'ai ressenti et ce que mon corps ressent au moment où il le ressent. Donc, permettre à la personne le mieux possible d'être alignée, ma tête, mon cœur et mon corps, pour ne pas modifier la biochimie de mon corps. Parce que nos organes ont besoin de silence pour fonctionner. Et donc, quand une personne est en thérapie, je m'efforce non pas de regarder l'histoire de la personne au moment où elle a pu la vivre, à quel moment, mais le présent du présent. Et voilà pourquoi j'ai fait
beaucoup de mon travail, pendant plus de 30 ans, je travaille en institution, un domaine de prédilection qui était l'abus sexuel, parce que malheureusement, beaucoup de gens ont été abusés sans même se rendre compte qu'ils avaient été abusés, mais ça va modifier tout le système identificatoire et le système d'identité de la personne. Et si la personne est restée dans sa tête une victime, elle ne va pas pouvoir vivre. Et tous les spécialistes disent aujourd'hui que si on n'a pas permis à la personne de sortir de ce scénario de victimisation, les symptômes biologiques vont rester dans l'organisme pendant 50 ans. Et c'est ce qui a permis, j'en parlais dans ma dernière conférence, dans cette année 2019, il y avait 2 grands spécialistes qui étaient des médecins spécialisés dans des domaines physiologiques, qui disaient qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient mis beaucoup de temps à comprendre. Ils avaient écrit après, quand ils étaient partis à la retraite, qui disaient on n'a pas compris que des tas de femmes venaient en thérapie et disaient qu'elles avaient mal au dos, ou mal aux yeux, ou mal à la tête, ou elles avaient des cystites, des mycoses, etc. Et qu'on les avait soignées le mieux possible, comme on soignait, mais que ça revenait. C'est précisément le schéma patent que les problèmes ne sont pas dans le corps, mais d'abord dans la tête. Et c'est pour ça que le cerveau, le premier cerveau et le deuxième cerveau sont en interrelation en permanence. Et donc, quand une personne qui a été victime d'abus et vient en thérapie et parle d'un problème qu'elle a avec son conjoint ou avec X ou avec Y, alors qu'il faut chercher qu'est-ce qu'il y avait dans le corps de la personne et dans sa tête qui a fait que la personne s'est vécue toujours comme un objet à dispo ou une situation où elle ne mérite pas d'être heureuse, où elle ne mérite pas d'avoir une identité sexuelle ou d'avoir du plaisir, même la notion de plaisir, et que la personne n'arrive plus à faire la différence entre envie, désir, plaisir, besoin. Et tout le travail est très difficile parce que tantôt la personne va arriver en thérapie en se positionnant en tant que victime, tantôt elle va se positionner en tant que bourreau, parce que si je vais dire ça, ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère vont me vilipender, etc. Donc tout le travail consiste à ce que le thérapeute ait suffisamment d'humilité pour se dire que je vais m'adapter à ce que la personne est et dit au moment où elle le dit. Ici et maintenant. Et c'est un travail que je trouve qui est fabuleux. Tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'on vit dans le mental. Oui. Par rapport à des enseignements comme tu le connais aussi, Marc Bevin, où lui, tout son travail, c'est de sortir de ce mental et de repasser par le corps, de se recentrer. Donc tu places le mental comme serviteur. Dans tous les cas de figure, et quand on regarde les états de conscience, et il y a ce qu'on fait du moi profond. Après, tout le monde peut me donner un avis sur mon moi, mais il n'y a que moi qui peux décider. Le mental, c'est moi. C'est moi qui décide, c'est le conducteur. Donc, il est à la fois... Parce qu'on est toujours en permanence à la fois le spectateur et l'acteur. Et il y a des moments, il faut accepter d'être le spectateur, comme quand je disais qu'une émotion va se présenter à moi, au lieu d'être l'acteur et de laisser cette situation m'empoisonner, je peux mettre à distance et regarder comme un spectateur. Mais je dois vite redevenir l'acteur pour pouvoir. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on va dire que ta question, elle est pas simple, mais on ne peut pas y répondre simplement non plus, parce que je suis à la fois le spectateur et l'acteur. Donc, mais mon mental, c'est moi qui le conduis. Le mental, c'est le conducteur, mais c'est moi qui conduis le mental. Parce que si on fait le transposer, le corps est mon véhicule, et c'est le véhicule que tu as laissé en bas, mon cerveau, c'est le serviteur, et c'est le tableau de bord que tu as en face de toi qui te donne juste les infos, et que le conducteur, c'est moi. Mais c'est moi qui vais décider, quand je vais partir, de savoir comment je conduis. Est-ce que je conduis vite? Est-ce que je conduis lentement? La voiture, je la conduis, mais je peux décider d'être parti dans mes idées et de faire un accident ou de décider de me dire, sois très attentif parce que tu as décidé d'arriver là à telle heure et tout. Mais je suis à la fois l'acteur et le spectateur. Donc le mental, à mon avis, c'est la première fois que j'y pense et que j'y pense sérieusement, mais c'est à la fois l'acteur et le spectateur. Mais
est-ce que c'est... On peut après philosopher. On peut se demander, est-ce que finalement... oui, mais c'est une question qui m'interpelle, qui me dit... On peut se demander, est-ce que c'est important que je me sente le serviteur ou le maître? Comme dans un couple après. Est-ce que je sens que finalement, si je dis à ma compagne qu'elle dit quelque chose avec lequel je ne suis pas convaincue, elle a un exemple très patent, mais que je sais que c'est tellement important pour elle que je lui dise oui, même si je ne suis pas convaincue. Et qu'est-ce qui est important pour moi? Que nous passions un bon moment ou que je lui démontre que ce qu'elle dit n'a pas de sens? Est-ce que finalement, et c'est là que mon ego va intervenir, est-ce que j'ai besoin absolument qu'elle sache que je lui dis oui? Je te dis oui, mais ce n'est pas parce que je pense que tu as raison. Je te dis oui parce que finalement, j'ai raison, mais ce n'est pas la même chose que si je lui dis, mais bien sûr ma chérie. Alors qu'au fond de moi, je suis convaincue que ça n'a pas de sens, mais ça n'a pas de sens pour moi. Et c'est toute l'histoire du sens qu'on donne à notre vie. Et c'est pour ça que je me dis, c'est important de se sentir aligné, bien dans ma tête, mon cœur et mon corps. Même si à côté de moi, tout est à l'abandon ou dans n'importe quel sens, si je sais le sens que je donne à ma vie, ça va me permettre d'avancer. C'est ce que j'appelle, quand je parle pour X raisons du confinement et des conséquences psychologiques de la pandémie, selon que je m'adresse à X, Y, Z, je dis, il faut que la vie ait un sens. Et si les gens qui n'avaient pas un sens à leur vie et qui étaient tributaires de ce que X, Y dit, ils sont complètement paumés. Et c'est pour ça que je termine en disant que par rapport au vaccin, si vous prenez 2 médecins bien spécialisés qui sont complètement compétents, chacun dans leur domaine, voire même le même domaine, et celui-ci va vous dire « je vais me faire vacciner, voilà les raisons pour lesquelles je vais me faire vacciner », et celui-ci va vous dire « voilà les raisons pour lesquelles je ne vais pas me faire vacciner », on n'est plus dans le cerveau rationnel, on est dans le cerveau émotionnel. Et c'est toute la charge émotionnelle qu'on va maîtriser ou pas, qui va donner un sens à notre vie. Selon moi. Mais je pense que c'est ce que la majorité des gens se sont rendus compte, c'est qu'il n'y avait pas de vérité absolue, il n'y avait que des vérités relatives et qu'il fallait se créer sa propre vérité avec laquelle on est à l'aise. Mais pour pouvoir aller dans ce sens-là, il fallait déjà avoir une certaine assise narcissique suffisamment viable pour me dire j'ai été tentée parce que tout au début du confinement, moi j'ai vu des choses terribles. Hein. Moi j'ai vu un médecin venir avec un masque, un truc, la combinaison, le truc, disant il va faire du sport même avec le masque, etc. Mais c'était, je pense, et j'en suis fondamentalement convaincue, des gens qui avaient des assises narcissiques qui n'étaient pas très solides, ils s'appuyaient sur leur identité professionnelle, mais à condition que mon identité professionnelle ne soit pas mise à mal. La nature a horreur du vide, le cerveau a horreur d'une situation nouvelle, et si effectivement je dis, toute personne, quand il va y avoir une situation nouvelle, et c'est pour ça que le stress est du bon stress, parce que le cerveau va nous dire, attention, et c'est pour ça que quand les grands chercheurs ont mis en place l'intelligence émotionnelle, c'est pas vieux. L'histoire de l'intelligence émotionnelle, la naissance de l'intelligence émotionnelle. Parce que ça rassurait les chercheurs de se dire, je sais ça, voilà ça. Et quand on a compris qu'on pouvait utiliser intelligemment nos émotions, c'était une donnée que les grands spécialistes et rationnels, les rationalistes, n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Parce que l'émotionnel, c'est un électron libre. Et quand il y a une situation nouvelle comme ça qui se présente, une pandémie, même les gens qui avaient l'habitude de se cacher derrière le rationnel, mais qui étaient fragiles déjà émotionnellement, elles ont pété un câble. Après, même à avoir honte de ce qu'ils ont fait. Mais c'était ça. Et c'est là que j'avais parlé de la culture de la peur dans une émission pendant le confinement. On aurait pu philosopher plus, parce que je suis d'accord avec toi qu'on est acteur et en même temps spectateur, mais après on pourrait se demander où est la place du réalisateur aussi dans l'histoire. Mais ça revient, c'est un peu reformuler ma question de tout à l'heure, c'est quoi la place de l'âme, quoi? Oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais le réalisateur, on est bien d'accord que dans toute communication, il y a un émetteur et un récepteur. Et l'émetteur que je suis,
quand je te parle, j'ai une intention et un sentiment, et tu as une intention et un sentiment sur mon intention et mon sentiment, mais tu avais aussi déjà une intention et un sentiment. Comme quand tu viens là et que tu présentes ton truc, moi j'ai une façon de voir les choses, toi tu as une autre façon, mais qui peut être modifiée au fur et à mesure qu'on aborde la situation, selon qu'on accepte la plasticité de notre cerveau, ou pas, que je te dise, ah non, 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 c'était pas ça sur quoi je pensais qu'on allait travailler, ou que je me dise, adapte-toi. Et cette plasticité qu'a notre mental, c'est là que nous pouvons évoluer. Nous pouvons évoluer que par rapport à cette plasticité du mental, parce que j'ai envie de dire, ce que je pensais de l'âme à un moment donné n'est pas ce que je pense de l'âme, selon que je fasse cette intervention, quand j'ai décidé de faire cette conférence, et que je me disais, attends, il y a 3 éléments, je suis partie là-dessus, il y a 3 éléments, il y a le passé, le présent et le futur, en signifiant évidemment quel est le plus fragile, le présent, parce que quand on est dans le présent, on est tenté de partir du passé ou d'aller dans le futur. C'est le plus fragile. Alors, si tu as déjà travaillé sur toi et que tu as appris à rester dans le présent, du présent, dans ici et maintenant, tu peux plus facilement être à l'aise avec le présent, mais quand on travaille avec des gens qui avaient l'habitude de partir très facilement dans le passé ou de se projeter dans le futur, on n'est pas dans la même conception. Mais quand on a pris l'habitude de travailler dans le présent du présent, à ce moment-là, on est beaucoup plus à l'aise pour se dire, je peux m'autoriser à avoir une image de l'âme différente de celle que j'avais avant. Et c'est là où j'en suis. Et c'est là-dessus que je me dis, et que je dis beaucoup à tous les jeunes psys en particulier, diversifiez votre truc. Là, quand j'ai été psychologue clinicienne après que j'ai fait tout ça, mais que j'ai mis après le yoga, la méditation, j'ai dit, faites ce que vous voulez. Faites du reiki, faites du si, mais faites quelque chose pour permettre à votre âme de pouvoir s'élargir de plus en plus. Alors on va dire l'âme, ou d'autres personnes vont dire votre conscience, ou autre chose. Après, ce qui est important, ce n'est pas le mot, le nom qu'on met derrière, mais ce qu'on en fait. Pour aller sur quelque chose de concret, pour ceux qui regarderont cette vidéo, j'ai remarqué que pour une reprogrammation efficace, il faut créer un environnement qui soit favorable. Bien sûr. Moi, j'ai utilisé des outils, le jeûne, le yoga, la méditation, frugivore. Quels sont pour toi les outils qui ont le plus fonctionné dans ton expérience et dans celle de tes patients? Pour créer une... Alors, moi, j'ai tendance à signifier quelque chose que j'avais expérimenté pour moi. Je dis aux gens, de temps en temps, quand vous sentez que vous êtes trop débordé partout, posez-vous dans votre îlot. Moi, je me pose dans mon îlot, et d'ailleurs, les membres de ma famille le savent, quand j'ai décidé que je ne réponds pas au téléphone ou quand ils ne m'entendent pas, ça veut dire que je me suis retranchée sur moi. C'est comme si, à la limite, pour reprogrammer tout. Alors, après, on peut regarder ça sur le plan scientifique ou sur le plan biologique ou sur le plan personnel ou sur le plan du simple ressenti. Mais ce qui est important, c'est que j'ai besoin de me remettre moi avec moi et de ne pas me laisser déborder par tout ce qui pourrait être extérieur à moi. Et c'est ce que j'appelle descendre dans le moi profond. Et c'est ce que j'avais fait une année, pour une année internationale du yoga. J'avais fait un travail sur descendre dans les profondeurs du moi. Et descendre dans les profondeurs du moi, c'est atteindre le moi le plus profond et se sentir bien avec ce moi. C'est redescendre dans ce que je suis à l'origine de moi-même. Bon. Alors, bien évidemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais je crois que tout le monde peut le faire quand on est prêt. Mais pour ça, il faut avoir enlevé déjà toutes les strass. Et alors, chacun va utiliser ce qu'il peut, mais moi, je sais que quand j'en parle particulièrement avec des profs de yoga qui me le voient, je leur dis, oui, mais vous restez là, mais est-ce que vous-même, vous êtes descendu dans votre moi profond avant de pouvoir comprendre le moi de l'autre? Et il faut accepter, mais ça aussi c'est vraiment des leçons d'humilité, de pouvoir se dire, là, je ne peux pas, et j'ai besoin de me retrancher en moi-même. Mais la personne qui est dans l'ego, qui est selon moi la 7e partie du moi, et qui donne plus de place à son ego, va dire, mais non, mais bien sûr que je vais y arriver, je n'ai pas besoin de descendre là, ou etc. Mais descendre dans les profondeurs du moi peut être aussi dangereux si on n'a pas cette capacité à savoir qu'on est suffisamment solide pour remonter quand on veut. C'est pour ça que
parfois, il faut conseiller aux gens de descendre par strate. Parce que si je suis au bord de la falaise et que je me dis, je descends et que je n'ai pas pensé à est-ce qu'il va y avoir des aspérités que je vais faire, comment je vais pouvoir en remonter, et que je sais que j'ai déjà pris l'habitude de descendre, mais je sais comment remonter, et que je suis absente de mon moi, je ne pourrai pas descendre. Je ne sais pas si mon discours est clair, mais les clés, voilà, il a du sens pour moi. Et c'est ça. Donc, il faut pouvoir descendre, mais avoir suffisamment d'humilité pour se dire, je suis prêt, je ne suis pas prêt, mais dans tous les cas de figure, je vais faire quelque chose. Ou de se faire aider, avoir l'humilité de se faire aider à vouloir descendre et se remettre en question. Alors, c'est même pas prêcher pour son clocher. Je pars vraiment du principe qu'une personne qui dit qu'elle n'a pas besoin d'aide, c'est une personne qui est un mort-vivant. Nous avons tous besoin d'aide à un moment donné, et c'est bien pour ça que l'auto-analyse peut être destructrice, parce que je vois arriver des gens qui disent « Ah mais oui », qui disent « Oui, mais je sais ça, oui, mais j'ai déjà essayé ça ». Je dis « Non ». Et ce matin, j'ai eu l'occasion de dire à deux personnes, je dis « C'est comme si vous me dites que vous avez déjà essayé des choses. Vous pouvez, si vous partez avec des dés qui sont pipés, même si vos dés sont dans une très belle boîte en acajou ou en bois massif ou dans un sachet en plastique, ce sont des dés pipés. Donc, quand vous les redistribuez de n'importe quelle façon, ils sont déjà pipés. Donc, il y a un moment donné, il faut se dire que est-ce que je prends le bon chemin? Parce que des gens vous disent, oui, j'ai déjà tout essayé. Mais en fait, ils sont partis sur la même base et sont allés dans le même chemin tortueux. Donc, c'est apprendre. D'ailleurs, je dis aux gens, céder, C-E-D-E-R, pour mieux céder. Il faut savoir céder à nos convictions profondes pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour ça, il faut pouvoir mettre son ego de côté. Et c'est là que l'humilité rentre en ligne de compte. L'humilité, quand on n'a pas toujours des personnes qui se prennent pour des grands professionnels. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis aux gens qui viennent en thérapie, et ça leur surprend beaucoup, mais à des adultes, je dis ça, je leur dis, je ne crois pas au pouvoir des psys. Je me regarde parce qu'ils disent, oui, je dis, mais parce que si vous êtes venus là, c'est parce qu'au fond de vous, vous saviez déjà tout ce que je vais vous dire, mais ce n'était pas en ordre. Et le psy n'a aucun pouvoir. Comme quand, c'est une digression, mais pas tout à fait une digression, comme quand dans les histoires de divorce, les gens disent mon mari ou ma femme a influencé mon enfant, lui a fait un lavage de cerveau. Je dis, mais non, si votre enfant n'a pas envie d'intégrer telle chose, il ne va pas l'intégrer. La preuve, quand vous dites qu'il vous désobéit, c'est que ce que vous lui avez dit, elle est convaincant pour vous, mais il n'était pas convaincu. On ne peut pas laver le cerveau de qui que ce soit si on n'a pas envie. Après, vous pouvez avoir des gens plus ou moins suggestibles, comme dans les hypnotiseurs qui vont faire des scénarios, des spectacles. Ils vont choisir quelques personnes qu'ils pensent plus ou moins suggestibles, mais tout le monde n'est pas suggestible et tout le monde n'est pas prêt à se laisser aller aussi. C'est dans ce sens-là. Comment tu distingues une information qui vient de ton intuition et qui vient de ton mental? Ou est-ce que tu fais la différence entre intuition et mental? Alors, quand on aborde l'histoire du cerveau féminin et du cerveau masculin, et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est vérifié. Quand on fait une coupe d'un cerveau féminin et une coupe d'un cerveau masculin, dans le cerveau féminin, toutes les femmes ont cette donnée supplémentaire qui est l'intuition, qui est le sixième sens. Et les hommes l'ont en option. Mais toutes les femmes sont intuitives. Ça veut dire qu'une femme voit une situation, son intuition lui dit. Celle qui s'aime va se dire, mon intuition m'a dit donc. Celle qui ne s'aime pas a la même intuition, mais c'est longtemps après qu'elle va dire, mais je le savais. Données supplémentaires par rapport au cerveau masculin. Donc, moi je crois en l'intuition comme il n'est pas permis et mon intuition ne me trompe jamais, 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 jamais. C'est une donnée, c'est vraiment béton armé, mais il faut se faire confiance et en faisant confiance à son intuition, c'est top du top. Après,
Il y a tout un travail qu'on peut faire hein, sur la construction de l'intuition et aller chercher véritablement, parfois, ce ne sont pas des données immuables, hein, il n'y a rien n'est immuable. Et après se dire, ouais, mais si je prends ce chemin-là, comment ça va se faire, etc., etc. Exemple, quand je me dis, une personne qui ne m'a pas appelé, et c'est là que je dis aussi, toute la différence entre le bon psy et le psy. Il y a des choses qui sont déjà là. Après qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, c'est comme les gens, les coupeurs de feu, etc. Vous allez avoir des charlatans, mais vous allez avoir des gens qui avaient déjà un fond et qui est vrai, et c'est là que toute l'histoire de l'âme intervient. Il y a des gens qui ont véritablement ça déjà au fond d'eux-mêmes et qui vont l'exploiter et l'expérimenter à bon escient et le travailler. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Parce que il y a cette situation d'intuition où je sais exactement, depuis que la personne était 2 petites cellules, qu'est-ce qui s'est passé et quelle mémoire cellulaire elle a enregistrée. Et elle a pu naître avec un programme cellulaire désastreux. Et tout le travail, et c'est ce que je trouve qui est très bien, de permettre à la personne de réaliser, vous n'êtes pas le fruit seulement de cette histoire familiale. Vous avez la mémoire cellulaire de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, mais il y a aussi ce que vous pouvez faire aujourd'hui du regard que vous portez sur cette histoire-là. Et c'est là que je me dis, on n'est pas tous égaux dans la même situation. Après, c'est comme la personne qui a l'oreille musicale, hein. La personne qui a l'oreille musicale, elle va prendre son truc, elle va apprendre tout de suite ses partitions, mais tu peux avoir aussi une personne qui n'a pas l'oreille musicale, mais qui va mettre beaucoup plus d'heures à travailler, elle va obtenir le même résultat, mais face à une situation fortuite, eh bien, la personne qui a l'oreille musicale va être directement... Et c'est là que je fais la différence entre une personne qui vient me voir et qui vient d'avoir un drame dans sa famille et que je sais directement qu'est-ce que je vais pouvoir permettre à la personne d'entendre. Et c'est là que je fais la différence entre écouter, entendre et comprendre, qu'elle puisse partir rassérénée plutôt que de rester dans mon rôle de psy simplement. Et c'est ça qui fait le petit plus que nous avons tous plus ou moins je dis, et qui va faire que, là j'ai envie de me dire que à l'âge que j'ai, bon, je devrais pouvoir être à la retraite, mais je me dis non, j'ai encore quelque chose à apporter, mais en toute humilité, pas apporter plus que ce que j'ai appris qu'une autre personne dans ma formation de psy, mais un petit truc en plus avec empreint de sagesse et d'expérience, qui fait que je me dis, ben voilà, je suis encore là. Dernière question. Je te le souhaite pas, mais si tu devais partir demain, est-ce que tu serais satisfaite de ta vie? Alors ça dépend de ce qu'on entend par partir. Parce que si je pars, alors je vais philosopher, et je philosophe beaucoup là-dessus. Si je pars parce que je me dis, ce que je suis en train de vivre ne me convient pas, et que je préfère être dans un silence, c'est pas la même chose que si je me dis, j'ai encore des choses à faire et je suis pas prête à partir. De ma conception des choses, enfin moi, de ce que je me projette, c'est moi qui partirai en conscience. Donc pour moi, quand je pars, c'est que je suis satisfait et que je passe à un autre stade. Oui, mais ça c'est un vaste débat parce que moi, comme je suis toujours en train de philosopher là-dessus, c'est terrible ce que je vais dire, mais je dis, je comprends certaines personnes qui décident de partir parce que ce qu'elles sont en train de vivre est trop lourd à porter. Et d'ailleurs, quand on aborde l'histoire, par exemple, du suicide, et quand j'ai des patients qui viennent me voir parce que ils voudraient comprendre pourquoi telle personne dans un membre de leur famille s'est suicidée, je dis, mais si vous regardez bien, la personne, et d'ailleurs la personne me confirme, je dis, quand quelques jours avant de partir, la personne était très très bien, alors que si c'était une personne avant qui était un peu déprimée ou dépressive ou très malade, elle se traînait dans sa vie parce qu'elle avait toujours un mur devant elle, et quelques jours avant de se suicider, elle va très bien parce qu'elle a décidé de ne plus avoir ce mur devant elle, elle a décidé de choisir sa liberté. Et c'est ça.
Donc c'est pour ça que je peux comprendre que quand des gens se disent... alors que par ailleurs, je crois qu'il y a toujours à expérimenter, hein, mais on peut aussi être fatigué d'expérimenter et de se dire que je pars. Donc après, ça dépend de notre état d'esprit. Mais quand tu dis « je décide que je vais partir en conscience », bon, parce que quand on va dans la métaphysique, c'est pour ça que je dis, dans la métaphysique, hein, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de maladie par hasard, il n'y a rien par hasard. Tout est programmé, mais est-ce que je suis prête à rentrer dans ce programme? Est-ce que je suis prête à accepter que c'est un programme de vie? Ou est-ce que je suis dans la position de me dire non, je veux décider de mon programme de vie? Ça dépend. C'est ça. Mais peut-être que si tu me posais la question dans un mois, ou si tu m'avais posé la question dans un mois, je ne t'aurais pas répondu la même chose. Oui, et c'est ça que je trouve qui est magique dans la plasticité du cerveau. On a le droit d'avancer au fur et à mesure.